kinés ou que les orthophonistes. Donc, nous agissons sur prescription médicale et donc le médecin a son mot à dire dans le suivi ergo. Donc on a 3 années de formation et là depuis quelques années, moi quand j'ai fait mes études il y avait 8 écoles en France, à l'heure actuelle on en a une petite vingtaine il me semble, donc voilà on est vraiment une profession en train de s'étendre. Donc on est libre choix de nos techniques et des fréquences de prise en charge, c'est nous qui décidons en fonction de notre bilan. Nous n'avons pas de nomenclature sécurité sociale, contrairement aux kinés et aux orthophonistes, donc c'est vrai que c'est au gré de la personne, mais sachant que maintenant quand même on a de plus en plus de patients qui arrivent à avoir des aides. Donc là je vous ai un petit peu listé, donc on a la sécurité sociale qui peut participer grâce au fonds d'action sociale. Donc bon, bien sûr, pour tout ça, il faut monter les dossiers, il faut mettre les devis, il faut mettre les comptes rendus ergo, la prescription du médecin. Les mutuelles aussi participent de plus en plus. La MDPH. Et puis quand il s'agit des logements, de l'accessibilité au logement, il peut y avoir l'ANA. Et puis pour les personnes plus âgées, donc l'APA. Donc on a un champ d'exercice, je suis désolée mais il défile tout seul, je vais faire comme ça. Donc on peut vraiment intervenir dans plein de domaines médicaux, que ce soit la traumatologie, la rhumatologie, la neurologie, la cardiologie, pédiatrie, psychiatrie, gérontologie et aussi soins palliatifs et d'autres que j'ai oubliés. Et on a aussi donc, plusieurs secteurs d'activité, donc l'activité salariale dont je vous parlais tout à l'heure, donc ça peut être à l'hôpital, ça peut être en centre de rééducation, en SSR, en EHPAD, voilà, et on peut aussi donc avoir une activité libérale, et il y a aussi des ergothérapeutes à la MDPH qui peuvent aussi intervenir auprès des personnes. Donc notre finalité, c'est de vraiment permettre aux personnes en situation de handicap de réaliser leurs habitudes de vie. Donc le but, c'est de prévenir, de réduire, mais voire de supprimer les situations de handicap quand cela est possible. Donc en fait, quand on intervient auprès de la personne, donc en fait bien sûr on évalue la personne, ses capacités, ses incapacités et aussi son environnement autour d'elle, puisque la situation de handicap en général c'est l'environnement qui le crée. Donc le but c'est de favoriser un fonctionnement optimal de la personne dans ses activités, donc en prenant en compte tout son environnement. Donc l'environnement, je le détaille juste après, voilà, c'est l'architecture, mais c'est aussi la famille, la dynamique familiale et les différentes situations de vie qu'on rencontre. Donc voilà, donc la personne, on peut la définir en fonction donc, de ses performances, c'est quelles sont ses capacités physiques, psychologiques, cognitives, mais aussi en fonction de sa volonté, quelles sont ses envies, quelles sont ses motivations, ses valeurs, ses intérêts. On ne peut pas aller contre. Parfois, on a des demandes des aidants, mais en fait, il n'y a pas d'envie ou de motivation chez la personne. Donc ça, c'est un frein. On regarde aussi et on en discute avec elle toutes ses habitudes et ses rôles. Ses domaines d'activité, ses écoles, ses loisirs, travail. Je suis intervenue il n'y a pas longtemps chez une dame qui avait la maladie d'Alzheimer et la demande en fait venait de ses filles et cette dame en fait elle avait encore sa routine quotidienne et pour l'instant voilà ça lui convenait et elle n'avait pas forcément très envie qu'en fait que j'intervienne sur ses habitudes de vie parce qu'en fait je la bousculais plus qu'autre chose. Donc on regarde l'environnement, qu'il soit bien sûr